Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux en tant que président d'Ecopolis de vous faire ce petit mot d'accueil sur ces journées urbanisme et santé. Pour Ecopolis, qui est, pour rappel, le centre de ressources du bâtiment durable en Île-de-France, comme il y en a dans la plupart des régions françaises, notre activité ne cesse de se développer. Vous êtes tout à fait libre d'adhérer à Ecopolis. Nous serons heureux. Nous avons de plus en plus d'adhérents, mais je suis sûr que peut-être pas la totalité des institutions, des personnes membres dans la salle le sont. Donc plus nous sommes nombreux, plus nous ferons progresser la cause de la bataille pour un bâtiment durable et adapté au réchauffement climatique et moins émetteur. Voilà. L'urbanisme et la santé, c'est un sujet, donc la santé qui prend de plus en plus de poids dans l'activité d'Ecopolis, ainsi que dans l'activité de l'ensemble des acteurs du bâtiment, et c'est heureux. Moi, je suis aussi adjoint à la maire de Paris en charge du logement, la transition écologique du bâti. Et une des grandes innovations de nos dernières, nos travaux en termes d'urbanisme, on va voter dans une semaine notre nouveau plan local d'urbanisme, c'est justement la prise en compte de la santé, puisque depuis maintenant une dizaine d'années, nos projets urbains font l'objet d'études très approfondies, d'études impact santé, et donc les localisations des bâtiments, leurs orientations, leurs conceptions sont déterminées en fonction de l'impact de la santé, en particulier en fonction de la pollution de l'air, qui est un fléau majeur pour la santé publique dans nos villes, pas seulement, mais beaucoup dans nos villes. En Île-de-France, c'est jusqu'à 8000 morts par an. Et heureusement, cette pollution de l'air a déjà baissé en 10 ans de 40% à Paris. Mais en tout cas, nous faisons en sorte que tous nos projets urbains soient conçus pour minimiser l'impact de la pollution de l'air et des particules sur les habitantes et les habitants. Donc ça, c'est un sujet de conception urbaine, mais c'est aussi un sujet de conception des bâtiments, puisque la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une très forte priorité. Nous sommes en Île-de-France, une grande partie des habitants de l'Île-de-France vivent dans la zone urbaine de Paris, et au moment de la canicule de 2003, il y a maintenant 21 ans, il y avait eu 10 000 morts en France, mais il y avait eu 1000 morts à Paris et près de 3000 en Île-de-France. Donc voilà, notre région, notre ville est particulièrement touchée en cas de canicule du fait de la concentration de population, d'îlots de chaleur urbains. Donc la conception urbaine et la conception du bâtiment doit absolument prévenir ce risque climatique qui est un risque majeur pour la santé publique, puisque on pense que d'ici 2030, on aura des journées de canicule bien pires que celles de 2003, d'il y a 20 ans, donc avec des risques de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de morts dans notre région. Donc l'adaptation de nos bâtiments, la pose d'occultants, l'isolation, voilà, leur meilleure ventilation, la végétalisation des villes c'était pas uniquement voilà, c'est une bataille majeure pour la santé publique, et c'est éviter des dizaines de milliers de décès à l'avenir. Donc c'est vraiment un enjeu central bâtimentaire aussi, sur lequel nous devons travailler pour généraliser les bonnes pratiques et bien sûr échanger. Voilà donc le réchauffement climatique, la pollution de l'air. J'ai pas parlé des composés organiques volatiles et autres pollutions de l'air intérieur qui sont aussi des très gros sujets. Je pense que vous allez avoir une très belle journée de travail qui va nous faire progresser sur ce champ immense de politique publique que nous devons porter tous ensemble. Donc merci à toutes et tous de participer à nos travaux. Et bienvenue donc à cette journée organisée par Ecopolis. Merci à tous. Merci beaucoup Jacques. Donc, je sais que tu dois nous quitter puisque aujourd'hui vous avez encore des sessions de travail et de restitution sur le PLU bioclimatique. Et donc la semaine prochaine, ça sera aussi des temps forts pour la ville de Paris, puisqu'il y a un certain nombre de plans qui vont passer au Conseil de Paris, donc notamment un plan résilient et un plan santé environnementale. Moi, je vais repasser rapidement sur Ecopolis et notre programme d'action urbanisme et santé. Donc Ecopolis, Jacques l'a très bien dit, on est pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Et notre mission, c'est d'accélérer la mise en œuvre des pratiques durables chez les professionnels également, du bâtiment et de l'aménagement en Île-de-France. Pour ça, on a 4 grandes missions. Ecopolis anime un large réseau de professionnels, c'est vous. Voilà. Ecopolis informe avec des ressources qu'on produit et qui sont sélectionnées pour vous. Je vous ferai un très bref panorama de ce qu'on a sur l'espace urbanisme et santé. Après, on forme, on a des formations qui sont dans notre catalogue et on fait aussi des formations sur mesure pour les collectivités et les entreprises qui en ont besoin.
Et on accompagne, on a Bâtiment durable francilien et quartier durable francilien qui sont des démarches qui sont portées en Île-de-France par Ecopolis pour améliorer les projets urbains. Et la démarche Écrin pour la qualité de l'air intérieur qui est un peu plus dans le thème de la journée. Sur le programme d'action urbanisme et santé plus particulièrement, le programme d'action, il est accompagné par l'ADRIEAT, l'ADEME Île-de-France, l'Agence régionale de santé et la métropole du Grand Paris. Vous verrez leurs représentants juste après que j'ai fini cette intervention. Voilà. L'objectif, c'est de sensibiliser les professionnels aux questions d'urbanisme favorable à la santé. Donc pour ça, on a des événements. Par exemple, aujourd'hui, c'est notre grand événement. On a des groupes de travail sur des sujets assez divers qu'on organise tout seul ou auxquels on participe. Et on fait des publications. Voilà. Le programme d'action, il existe depuis 2020. C'est depuis 2017 qu'Ecopolis travaille sur la santé, mais c'est depuis 2020 qu'il y a un programme spécifique consacré qui a été renouvelé en 2023. Et là, on arrive en 2024. C'est là que j'entre en scène. Je suis arrivée en février chez Ecopolis. C'est ma première grande journée. Ça vous a déjà été dit, mais quand même, je vous le redis, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour ça. Et on travaille notamment beaucoup sur le PRSE 4, le plan régional santé-environnement, dont vous entendrez parler juste après. Un bref panorama des ressources que l'on a sur le site qui sont produites par Ecopolis. On a un dossier thématique sur les enjeux de santé dans l'urbanisme qui avait été coordonné par mon prédécesseur avec beaucoup d'assistance de l'ADRIEAT, notre partenaire. Il y avait eu une table ronde pour le présenter que vous pourrez consulter. Au tout début, à la fin du mois de février, pile quand je suis arrivée, on a organisé, du coup moi j'ai participé, c'était mon prédécesseur qui organisait, je suis quand même modeste, un webinaire pour présenter cette publication sur l'urbanisme favorable à la santé de façon générale, qu'on avait dans le cadre du bâtiment durable avec l'Alliance HQE. Et ça, ce sont les choses qui sont à venir. À partir de 2025, on organise un cycle d'événements sur l'alimentation durable. Il y a eu une visite de l'agrocité de Gennevilliers au mois de juillet qui inaugurait ce cycle, qui va ensuite être un cycle de webinaires qui va commencer début 2025. Ça, je suis particulièrement contente. Je pense que ça va être super. Et on a aussi un groupe LinkedIn auquel vous pouvez vous joindre. Il y a plus de 500 membres aujourd'hui et c'est l'occasion d'échanger entre professionnels sur les questions d'urbanisme et de santé pour des villes favorables. Voilà, on y partage des ressources, nos partenaires aussi, et vous aussi, si vous y êtes, vous pourrez le faire. Hop, et voilà. Ecopolis accompagne vos opérations. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la table ronde suivante. Je te rends la parole. Merci. Je vais inviter nos partenaires. Donc, Capucine vous l'a dit, notre programme d'action existe maintenant depuis de nombreuses années et donc est soutenu par l'ARS Île-de-France, par l'ADEME Île-de-France, par l'ADRIEAT et par la métropole du Grand Paris. Et donc, j'invite Jean Fabre-Mons pour l'ARS, Amélie Renaud pour l'ADEME Île-de-France et Claire Criset pour l'ADRIEAT. Je vous invite à vous installer. Et donc l'objectif de cette courte première table ronde inaugurale de la journée sera que vous nous expliquiez chacun quelle est votre vision de l'urbanisme favorable à la santé et surtout quelles sont votre vision de l'adaptation, quelles sont vos politiques publiques sur ces sujets-là. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Amélie Renaud, la directrice régionale de l'ADEME pour l'Île-de-France. Alors peut-être... je parle à un public averti, mais quand même rappeler rapidement ce qu'est l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui en fait a deux grandes missions. Tout d'abord une mission d'expertise et d'appui aux politiques publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local, avec la production d'études, d'expertise et d'analyse qui vise en fait à faire de la prospective, à analyser sur le temps long les grandes tendances et les grandes problématiques pour pouvoir éclairer ensuite les décideurs, que ce soit les décideurs au niveau du gouvernement ou des autres acteurs type collectivité ou entreprise, pour leur donner les outils pour mettre en œuvre les politiques les plus adaptées à la situation. Deuxième grande mission, et
pense qu'on en parlera, c'est également donc au-delà de cet appui, on va dire, de matière grise, également un appui financier avec la possibilité pour l'ADEME de subventionner des projets portant sur tous les champs de la transition écologique, que ce soit les projets de chaleur renouvelable, d'économie circulaire, d'urbanisme favorable à la santé ou d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc rapidement rappeler le contexte. Alors peut-être déjà rappeler aussi que je suis évidemment ravie d'être parmi vous à cette 6e journée francilienne de l'urbanisme et santé. Ecopolis est un partenaire de longue date de l'ADEME que nous soutenons avec enthousiasme, parce que voilà, c'est vraiment un centre de ressources très utile pour là aussi nous aider à appuyer les acteurs, et on le voit aujourd'hui avec le nombre de personnes qui sont présentes à cette journée. Alors donc du coup, le thème de cette journée porte sur l'adaptation au changement climatique. Alors peut-être quel est le lien entre urbanisme favorable à la santé et adaptation au changement climatique? Déjà rappeler que les liens entre santé et environnement sont de plus en plus mis en avant. Là aussi, ça fait partie d'études qui ont été portées par l'ADEME depuis plusieurs années. On considère que 80% de l'état de santé des populations est déterminé par des facteurs sociaux, donc le reste étant lié à des facteurs notamment génétiques, donc sociaux, environnementaux. Donc ça montre bien, et parmi ces 80%, on a 25% liés à des facteurs environnementaux qui peuvent être, Monsieur Brodrier l'a dit, la qualité de l'air, l'exposition aux nuisances, aux températures extrêmes. Donc on voit 80% de la santé dépend de politiques qui peuvent être mises en œuvre par les collectivités ou par les acteurs publics pour améliorer le cadre de vie des populations. Donc l'enjeu est très important. Et donc l'urbanisme favorable à la santé, vu par l'ADEME, ça consiste à quand on mène un projet d'urbanisme, encourager des choix d'aménagement et d'urbanisme qui minimisent l'exposition des populations aux facteurs de risque, et notamment, on l'a dit, mauvaise qualité de l'air, nuisances sonores, isolement social également, qui est un élément important à prendre en compte dans les projets d'urbanisme. Après, alors c'est vrai qu'en préparant un peu ces éléments de langage, je me suis dit finalement, on parle d'urbanisme favorable à la santé comme un peu une nouveauté, mais finalement le baron Haussmann, avec sa politique hygiéniste, était lui aussi déjà un précurseur de l'urbanisme favorable à la santé, avec cette volonté d'assainir la ville. Alors on peut quand même regretter que le volet constatation avec les populations ait peut-être été un peu occulté à l'époque, mais voilà, on peut aussi se dire que finalement on utilise un terme qui apparaît nouveau et porté par l'OMS notamment depuis quelques années, mais sur des politiques qui évidemment depuis la création de la ville préoccupe les populations, puisque ce lien entre ville et santé est très important. Alors, ce lien est d'autant plus important dans un contexte d'adaptation, de changement climatique. On l'a dit, on est d'ores et déjà soumis à des phénomènes d'îlots de chaleur qui vont devenir de plus en plus critiques et extrêmes avec le changement climatique. On parle à l'horizon 2050 de pics de chaleur pouvant aller jusqu'à 45-50 degrés à Paris. On voit bien que on est vraiment dans un contexte de santé, mais au sens propre des populations, comment faire en sorte que la ville reste vivable. D'où ce lien entre urbanisme favorable à la santé et adaptation au changement climatique. Notamment parce qu'en fait, beaucoup de politiques qui permettent d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre ou d'adapter la ville, notamment on peut dire développer les mobilités actives, qui ont un impact évidemment sur la réduction des émissions polluantes, mais également sur la santé des populations. Également, quand on parle de végétaliser la ville, sans doute que Claire Griset en reparlera, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant pour adapter la ville au changement climatique, lutter contre les îlots de chaleur urbains, mais qui permet aussi d'améliorer le cadre de vie et d'améliorer la qualité de l'air et l'exposition des populations à un cadre de vie sain et agréable au sein de la ville. Donc on voit en fait que, pour résumer, la vision de l'ADEME, c'est de dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir urbanisme favorable à la santé, de l'autre côté changement climatique, d'un autre côté encore mobilité active. Tout ça, ça relève d'une vision systémique qui nécessite en fait d'objectiver les choses pour aussi, lorsqu'on porte un projet, pouvoir faire mieux ressortir les aménités positives.
J'ai dit, voilà, quand on fait une piste cyclable, voilà, on a l'effet immédiat de pouvoir permettre la circulation des vélos, mais ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire un impact sur la santé des populations qui, du coup, font plus d'exercice physique. Donc c'est comment mieux objectiver toutes ces externalités positives et mieux les mettre en valeur pour améliorer l'acceptabilité de ces projets. Donc j'ai déjà été très longue, mais pour finir, voilà, l'accompagnement de l'ADEME sur ces sujets, il est multifactoriel. Déjà, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est porté au niveau national par l'ADEME depuis plusieurs années, avec des études, des guides méthodologiques qui ont été mis en place et qui sont évidemment à la disposition de tous les acteurs souhaitant, d'une part, s'acculturer sur ce sujet et d'autre part, connaître les bonnes pratiques pour mettre en place ces projets sur le territoire. Donc on a ce sujet d'accompagnement, un peu de matière grise et d'expertise, et on appuie également les projets avec différents appels à manifestation d'intérêt qu'on a menés au niveau Île-de-France ou national, d'ailleurs en lien avec l'ARS, là aussi pour faire émerger des projets et aussi essaimer, donner à voir les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre, que ce soit sur l'étape de planification, donc les plans locaux d'urbanisme notamment, mais également d'un point de vue concret lorsqu'on se préoccupe d'un projet de rénovation urbaine, comment bien concevoir son projet pour prendre en compte tous les facteurs, notamment santé, environnement et adaptation au changement climatique. Et enfin, donc aussi, on finance des outils plus concrets comme Plus fraîche ma ville, qui sont des outils un peu boîte à outils pour permettre aux collectivités qui souhaitent là aussi rafraîchir leur ville, quelques exemples concrets d'actions qui peuvent être menées. Et évidemment, on soutient Ecopolis qui réalise ces journées d'appropriation et de partage des connaissances. Donc tout ça pour dire, voilà, conclusion, peut-être s'il y avait un message à retenir, c'est vraiment approche globale, approche systémique, ne pas fonctionner en silo. Et voilà, le changement climatique nous pousse à vraiment avoir cette approche globale visant à tenir compte de tous les aspects sociaux, santé, environnementaux, avec aussi cette approche prospective de dire quelle sera la ville en 2050. Merci. Merci beaucoup Amélie de nous rappeler effectivement cette nécessité d'approche systémique qui nous tient à cœur à nous aussi chez Ecopolis, et merci de votre soutien depuis toutes ces années. Alors Jean, est-ce que vous pouvez nous donner quelle est votre vision à vous côté Agence régionale de santé ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être présent. Je suis un nouveau visage, je pense, pour vous dans le paysage. Je suis récemment arrivé en tant que directeur adjoint de la santé publique à l'agence, et donc j'ai le bonheur de rejoindre ces journées. Donc c'est déjà la 6e, et de voir que vous êtes très nombreux. Je voudrais remercier Ecopolis pour l'organisation de ces journées, et je voudrais aussi donner un coup de chapeau aux collègues de l'agence. Je vois Carole Poisson au premier rang, qui est notre référente en matière de santé urbaine, qui est une autre façon de dire urbanisme favorable à la santé, qui est dédiée à cette thématique et qui travaille évidemment en étroite collaboration avec nos collègues du département santé-environnement qui sont aussi présents dans la salle. Donc je voudrais les remercier et vous inviter, si vous ne les connaissez pas déjà, à rentrer en contact avec eux pour approfondir les échanges au-delà de mon propos introductif, qui sera, comme ça a été annoncé par Capucine, consacré très rapidement au PRSE 4, le projet régional santé-environnement numéro 4, qui nous emmène jusqu'en 2028 et qui réunit évidemment la préfecture de région et en particulier l'Adriat, l'agence. Et pour la première fois, nous avons eu la joie d'être rejoints par le Conseil régional d'Île-de-France pour ce nouveau projet dont la publication a été télescopée par la réserve électorale, mais qui va pouvoir se déployer et on va pouvoir communiquer dessus avec un forum la semaine prochaine sur lequel je reviendrai rapidement avant de passer la parole à Mme Grisé. La thématique d'aujourd'hui résonne en particulier avec le deuxième axe du PRSE 4, et je me permets de lire mes notes puisque c'est un document écrit. Anticiper les effets du changement climatique et adapter les politiques de prévention et de sécurité sanitaire. Donc on est en plein dedans. Je vous passe le détail des priorités pour gagner du temps et le rendre à la communauté aujourd'hui. Mais l'axe 3 du PRSE 4, lui aussi, résonne avec les enjeux de notre journée. Intégrer les enjeux de santé-environnement dans les politiques publiques d'aménagement et de logement dans une perspective de réduction des inégalités environnementales de santé. Et d'une façon générale, le PRSE 4, de façon vraiment transversale, insiste sur la nécessité de réduire les inégalités sociales de santé, puisque elle recoupe très largement les inégalités environnementales de santé.
Ça a été mis en évidence notamment par un travail de l'ORS publié en 2022 sous la forme d'une cartographie du cumul d'expositions environnementales. Et il faut évidemment ajouter à ça que une fois qu'on cumule inégalité environnementale et inégalité sociale, on se retrouve évidemment avec des catégories de population qui sont les plus sujettes à certaines pathologies. Et donc, c'est vraiment une nécessité absolue de prioriser ce recoupement-là. Le PRSE 4 a été nourri par de nombreux échanges et de nombreux ateliers, dont les ateliers des 2 éditions précédentes de ces journées franciliennes. Donc je voulais d'une part vous en remercier, vous confirmer que les réflexions ont trouvé leur traduction dans les fiches actions de ce PRSE, et donc vous remercier à nouveau. C'est très important de ne pas élaborer ce type de document en chambre, mais d'être bien en prise avec l'ensemble des intervenants sur le sujet. Et à cet égard, peut-être 2 pistes de remontée que nous ressentons particulièrement en ce moment pour nourrir les échanges de cette journée et pour la suite, qui sont les liens entre santé mentale et relogement, et qui sont la question du vieillissement dans les quartiers prioritaires de la ville. Au-delà des idées et des échanges qui sont évidemment très importants pour savoir où on va et définir la stratégie, ce PRSE 4 a l'ambition d'être concret et d'intégrer notamment des outils de diagnostic territoriaux, et notamment un nouvel outil cartographique sur les conditions du cadre de vie et de l'habitat, dont la création est pilotée par l'ORS, la DRIL et l'ARS, l'ORS, l'ARS et la DRIL. Donc évidemment un document qui est très utile à destination des collectivités territoriales, tout comme des guides à l'attention des acteurs de l'aménagement, pour l'usage des sols pollués, pour le choix des espèces végétales à privilégier pour réduire le risque pollinique, pour les choix architecturaux, pour réduire les possibilités de gîtes larvaires, notamment pour réduire de façon responsable et non brutale la prolifération des moustiques, qui sont considérés comme des nuisibles. Alors évidemment, quand on parle d'une seule santé, le terme nuisible est un terme qui est très connoté, mais donc la façon de lutter contre les moustiques est une façon douce en réduisant les gîtes larvaires. Pardon. J'ai fait cette petite digression, mais qui, je crois, est au cœur du sujet pour montrer comment les politiques publiques ont évolué depuis quelques décennies. Également des dispositifs de surveillance environnementale et d'observation pour anticiper les évolutions et la hiérarchisation des risques environnementaux. De façon très concrète aussi, il nous revient collectivement de traduire les travaux du PRSE 4 dans les outils contractuels en santé publique, que sont les contrats locaux de santé, les contrats locaux de santé mentale, et également le renouvellement des contrats de ville qui sont presque entièrement achevés, mais qui pour la plupart comportent un chapitre santé. Et enfin, et je conclurai là-dessus, le PRSE 4 est un vecteur de soutien des initiatives locales, puisque avec la DRIEAT, nous avons lancé un appel à projet à l'intention des collectivités territoriales autour de 4 thèmes: la réduction des inégalités environnementales de santé par l'aménagement urbain, l'action en direction des occupants de logements dégradés, l'action de prévention vis-à-vis des risques émergents liés au changement climatique, et développer une dynamique une seule santé. Je viens d'y faire référence dans le cadre d'un projet de territoire. Le premier thème a été majoritaire dans les dossiers déposés, donc on voit bien que les priorités de l'ARS recoupent les priorités des collectivités. Cet appel à projet a été publié en juillet, les résultats seront annoncés très prochainement. Je peux d'ores et déjà vous dire que 14 lauréats ont été retenus dans une douzaine de collectivités, donc certaines ont plusieurs projets, et ces projets bénéficieront d'un accompagnement pour intégrer la participation citoyenne dans leur réalisation via le dispositif Participe Action qui est animé par la DRIEAT, puisque renforcer la place du citoyen dans le diagnostic, la définition des réponses et la participation à leur mise en œuvre est un élément fondamental de notre stratégie. Et donc, en dernier mot, pour vous indiquer, si vous ne le savez pas déjà, que le 2 décembre prochain se tiendra le Forum Santé-Environnement, qui tournera évidemment autour du PRSE 4 et qui sera le moment où nous annoncerons les lauréats de cet appel à projet. Mais je vous invite d'ores et déjà, si vous n'avez pas cette date dans vos agendas, à regarder votre disponibilité et à venir nombreux. Ça se passera au centre de colloque du campus Condorcet à Aubervilliers. Il y a une station de métro, la ligne 12, qui permet de s'y rendre facilement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean pour cette présentation du PRSE 4 auquel effectivement Ecopolis a beaucoup contribué, Ecopolis et sa communauté. Donc Alban Narbonne qui était notre chargé de mission jusqu'en février dernier, et puis Capucine qui a pris le relais depuis quelques mois. Merci beaucoup.
Peut-être maintenant on voudrait avoir la vision de la DRIEAT. Alors Claire, à vous. Bonjour. C'est bon, il marche. Le micro marche. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour parler adaptation au changement climatique, pour l'aménagement et la santé. C'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup à la DRIEAT. Dans DRIEAT, il y a environnement, aménagement et transport. Et en fait, l'adaptation au changement climatique, il va impacter l'ensemble de ces domaines, l'ensemble de ces missions. Et donc, on a engagé tout un travail pour se reposer la question de la même façon que chacun d'entre nous est amené à le faire sur qu'est-ce que ça va changer le changement climatique dans nos façons de voir les politiques et comment on peut accompagner les acteurs, les territoires pour prendre en compte cette donnée auquel on est confronté. Ça a été dit, c'est pour notamment la zone dense, l'effet réchauffement climatique avec des îlots de chaleur urbains. C'est un phénomène qu'on connaît déjà, mais qui va être encore plus renforcé, soit en fréquence, en intensité. Et puis, c'est quelque chose qu'on a déjà. La ville de Paris, il fait beaucoup plus chaud en été que ce qu'on peut avoir sur le reste du territoire et en zone rurale notamment. Mais c'est aussi, et on peut aussi le mesurer, des épisodes climatiques avec des précipitations plus fortes. Et la ville n'est pas forcément pour le moment dimensionnée à accueillir beaucoup d'eau en espace très court. Donc des précipitations plus importantes à des moments peut-être où on en avait moins. Et je ne sais pas si on prend l'exemple récemment des Morins, qui est un bassin versant en amont de Paris. Là, ils ont eu leur 4e inondation en 10 mois. Voilà, donc des enjeux hauts qui appellent aussi des enjeux de santé pour les populations. Donc vraiment notre objectif c'est d'être conscient des enjeux du changement climatique et de revoir un peu notre logiciel en se disant qu'est-ce que ça veut dire pour nous à chaque fois dans nos métiers et dans les projets. Et alors en tant que service déconcentré d'un ministère de l'écologie, un des outils qu'on aime bien et puis on y reviendra, c'est la planification. Et donc, il y a tout un ensemble de plans qui intègrent cette problématique du coup de l'adaptation au changement climatique. Donc, en ce moment, c'est pas pour faire de la pub, mais il y a le plan national d'adaptation au changement climatique 3, donc qui est en consultation jusqu'au 27 décembre. Je vous invite à aller regarder, consulter, contribuer. Il y a plusieurs axes, et notamment un axe qui est protéger les populations, c'est l'axe numéro 1. Et puis également un axe autour de vivre avec le changement climatique, parce que on voit bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui notamment se passent dehors à des moments où il peut faire très chaud, et il faut aussi qu'on tienne compte dans notre façon de vivre au quotidien de ces impacts et des fortes chaleurs. Et il faut travailler à toutes les échelles. Donc là, j'ai parlé du plan national, mais il y a aussi tout un tas de documents de planification. Je crois qu'il y a le SDRIF où il y aura une présentation aussi dans la journée. Mais voilà, il y a des documents de planification qui sont portés par l'État. Il y en a qui sont co-portés avec d'autres acteurs ou d'autres où juste l'État accompagne. Et donc dans le SDRIF, il y a cette dimension adaptation au changement climatique qui est largement intégrée. J'ai oublié de dire, mais le PNAC, il inscrit aussi la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique avec le plus 4 degrés à 2100. Et ça, c'est vraiment une volonté du PNAC aussi de dire il va falloir que tous on travaille avec des éléments de référence pour intégrer du coup dans nos simulations et les impacts qu'on va avoir à prendre en compte des références communes. Et ça, c'est un élément important. Et du coup, dans le SDRIF, enfin vraiment le point important pour lutter contre les îlots de chaleur notamment, il faut végétaliser la ville, renaturer, et donc il y a des espaces préservés, des espaces naturels, agricoles et forestiers préservés, de la création d'espaces verts et d'espaces de nature ou leur extension.
à proximité des Franciliens, parce qu'on n'est pas tous égaux, et notamment dans la zone dense, on n'a pas forcément tous à 10 minutes de là un îlot de verdure, qui sont des îlots de fraîcheur. Et donc ça fait partie des choses qu'on souhaite vraiment accompagner. Et puis il y a aussi le fait de renvoyer également aux documents d'urbanisme pour développer les aménagements bioclimatiques et favoriser le confort d'été. Il y a d'autres documents, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. J'ai parlé tout à l'heure des enjeux eau ou les enjeux risques. Avec des fortes pluies, on a un risque de ruissellement plus important. C'est pas forcément bien dimensionné pour le moment. On peut avoir des inondations par ruissellement et pas juste par débordement de cours d'eau. Et donc ça nous amène aussi à réfléchir à nouveau nos outils. Et puis on a le schéma régional climat, air, énergie qui est coporté avec le conseil régional qui est entré en phase de révision, qui a un axe adaptation au changement climatique. Et donc il va y avoir dans les prochains mois des consultations pour adopter ce nouveau document. Et donc là, on a fait plein de documents de planification, mais ce qui est quand même important, c'est les actions sur les territoires et les opérations, notamment les opérations d'aménagement. Et donc là, vraiment, c'est challenger tous les projets par rapport au changement climatique, favoriser les îlots de fraîcheur dès la conception des projets. Et on a du coup des politiques qui vont se rejoindre. Quand je parlais tout à l'heure de la politique par rapport à la préservation de la ressource en eau, faut que je le remonte. Dans ce qu'on cherche à pousser, on n'hésite pas à utiliser les outils régaliens aussi. Un certain nombre d'entre vous portent des projets où on va vous embêter, notamment sur la zone dense par rapport au fait qu'il faut infiltrer les eaux pluviales au plus près, favoriser le rôle d'éponge du sol. Tout ça, c'est des façons à la fois de gérer les eaux pluviales et en même temps de créer des îlots de fraîcheur et de favoriser la renaturation de la ville. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et on essaye aussi donc de favoriser tout ce qui est pleine terre. Et au travers de ces actions, en fait, on a une volonté d'inciter et d'accompagner. Donc il y a également le projet avec les labels écoquartiers qui a été révisé avec un référentiel de 2023 qui intègre plus également l'adaptation au changement climatique et tout ce qui est sobriété des ressources. Il y a aussi quelques moyens financiers au travers du Fonds vert qui est là pour accompagner la transition écologique. En 2023, c'était près de 300 millions d'euros et plus de 800 projets qui ont été déposés. Et les gros axes, c'est vraiment la rénovation des bâtiments, notamment les bâtiments publics, pour intégrer justement les aspects chaleur et les chaleurs d'été, et puis également tout ce qui est renaturation. On a beaucoup de dossiers et ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Voilà, et je terminerai en remerciant Ecopolis et vous tous d'être là aujourd'hui sur ce thème qui est essentiel pour l'avenir. Merci à tous, merci à vous trois.